Voilà. Ma communauté, nous revoilà, nous revoilà. Vous savez, on prie un Dieu qui dort pas. On prie un Dieu qui dort pas. Voilà, j'ai retrouvé le papa dont les enfants ont été placés de manière abusive. Je l'ai trouvé, j'attends que vous soyez connectés parce qu'il va venir lui-même expliquer ce qui se passe. Il va ici nous expliquer en réalité quel est le problème. Je vous laisse le temps de vous connecter et de partager massivement. Partagez massivement. J'ai lancé, parce que dès que j'ai terminé le direct que j'ai fait tout à l'heure et que nous avons prié ensemble pour que je puisse le retrouver, parce que vous aviez soumis vraiment une idée noble, généreuse, de mettre en place une cagnotte pour l'aider à effectivement prendre un avocat. Et à peine je quittais le direct, comme vous vous rappelez, il y avait un monsieur qui a dit le connaître et qu'il avait déjà discuté avec lui. Et donc le monsieur, après le direct, m'a connecté directement, m'a rappelé, m'a contacté plutôt, tout de suite après. Il m'a contacté via WhatsApp, voilà, via mon WhatsApp. Et puis il m'a envoyé le numéro du monsieur. Et donc depuis là, franchement, c'est un monsieur qui est vraiment il est vraiment affecté, cela va sans dire, il est vraiment affecté et il a accepté lui-même de venir exposer les faits, d'expliquer en réalité ce qui se passe avec ses enfants, pourquoi ses enfants ont été placés, les démarches qu'il a déjà entreprises, et vraiment c'est un homme qui est vraiment désespéré. Il est désespéré. J'espère qu'il est connecté. Ne quittez pas, je vais me rassurer qu'il est connecté. Voilà. Parce il va demander à prendre la parole. Je vais la lui passer tout à l'heure, dès qu'il se connecte. Voilà. Donc, restez connectés, partagez et sécurisez le live, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour sécuriser le live. Mettez des cœurs pour sécuriser le live, s'il vous plaît, ma communauté, mes bâtisseuses. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs et partagez pour sécuriser le live. Je reviens vers vous. Je veux me rassurer qu'il est connecté. La sorcellerie, en plein... Mais les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le seul moyen qu'il a de s'opposer à Alice Chilambada, c'est de prendre un avocat. C'est tout. Ici, nous sommes dans un état de droit. Quand il y a un problème qui se passe, et le problème c'est cela, c'est qu'on ne lui donne pas accès au juge. Il n'a même pas été lui-même écouté, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'audience. Et je crois qu'il a aussi un problème de moyens. Il ne peut pas s'offrir un avocat. Et rassurez-vous, comme moi je suis une femme très tactile, tout de suite j'ai contacté un avocat qui est justement spécialisé dans les affaires de placement abusif. Et cet avocat va prendre en charge le dossier. Voilà, donc moi j'ai travaillé en amont depuis que j'ai terminé le live. Je n'ai pas dormi parce que c'est vrai, nous prions, mais lorsque nous sommes face aux affaires, face à tout ce qui concerne des problèmes administratifs ou juridiques, il faut également se bouger. Donc j'ai contacté un avocat qui est spécialisé dans les affaires de placement abusif et qui va prendre ce dossier en main. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est pour attester que ce monsieur va vraiment avoir besoin de la cagnotte dont que vous avez proposé. Et je vous ai dit que moi, je préfère que cette cagnotte, ce soit lui-même qui en soit directement le gestionnaire. Voilà, donc, je vais le contacter pour voir s'il est connecté. Sinon, il va expliquer directement là, en direct, qu'est-ce qui se passe. Je l'appelle. Ne quittez pas, je parle avec lui. Oui, monsieur Malonga, vous êtes déjà connecté sur la page, vous avez pu regarder, vous êtes en direct, vous êtes dans le direct. Allô? Allez-y dans le direct. Parce qu'il veut intervenir pour directement expliquer de manière en vidéo. Lui, il a vraiment besoin d'aide. Voilà, vous regardez, vous voyez le direct. Non, je ne vois pas le direct. Bah, attendez, je vous envoie le direct, vous allez vous connecter. Il va se connecter. Il est déterminé parce que
C'est vraiment une injustice et on peut pas laisser passer ce genre de choses-là. Et comme nous sommes une communauté et que vous êtes déterminés vraiment à aider ce monsieur, je lui envoie le direct pour qu'il se connecte. Voilà. Mm. Ah, c'est triste. Hein. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Mettez des cœurs. Oui, monsieur, je viens de vous envoyer le lien. Connectez-vous au direct. Et puis, vous allez me demander de vous ajouter. Vous allez voir les icônes, les emojis en bas. Vous ajoutez pour passer au direct. Faites-le. Si vous n'arrivez pas, vous me dites. Je reste connecté. Sinon, on va vous écouter de manière simplement audible par audio. Essayez de vous connecter si vous le pouvez. Voilà. Vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez dans le direct. Non, mais c'est méchant. Oui, ça y est. Je viens de vous envoyer via WhatsApp là, sur ce WhatsApp là. Oui, c'est ça le direct. Avec ce WhatsApp là, pas l'autre, pas celui où on a échangé tout à l'heure, celui-ci. Oui, voilà, c'est là. Vous me voyez là. Voilà. Attendez, je vais... Bon, sinon on va vous écouter de manière audible. On va l'écouter, hein. C'est pas grave. La technologie, là, il n'arrive pas à se connecter. On va juste faire simple. Comme je l'ai déjà en ligne, je vous mets sur écoute, hein. Ah, il veut participer lui-même. Il veut participer. Donc, mais allez-y dans le direct. Je vous ai envoyé le lien. Attendez, je raccroche. Je vais vous appeler avec le WhatsApp en question pour que vous cliquez le lien. Oh, ne quittez pas. Il veut vraiment participer au direct. Il veut parler. Oui, c'est ce WhatsApp-là. Regardez le lien, cliquez, vous allez arriver dans le direct. Voilà, cliquez le lien qui est dans ce WhatsApp. Voilà, donc c'est cela. Il est à Paris. Il n'est même pas à Nantes, il vit à Paris. Et il va expliquer comment ça s'est passé, depuis quand il subit cela. Et ensemble, nous allons voir, pouvoir mettre ensemble le soutien qu'on peut apporter à ce monsieur. Comme je disais, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Et il m'expliquait d'ailleurs que il n'est pas gabonais, c'est un Congolais angolais. Et pourquoi il s'est retrouvé devant notre ambassade, puisque le jeune homme qui m'a envoyé le numéro, qui me l'a communiqué, m'a dit qu'il était à l'ambassade. Non, il n'était pas à l'ambassade parce qu'il est gabonais. Il était à l'ambassade parce qu'il avait déjà aidé une gabonaise qui avait subi la même chose, c'est-à-dire un placement abusif. Il a aidé cette gabonaise-là à récupérer son enfant. Et c'est là qu'il avait eu justement les contacts de notre ambassade. Donc, il allait à l'ambassade, en fait, pour demander de l'aide, pour qu'on puisse l'aider. Tellement il est désespéré, il ne savait pas où mettre de la tête. Donc, il est allé. Voilà. Bon, je vais vous appeler via WhatsApp. Il n'arrive pas à se connecter. Voilà. Donc, je l'appelle. Je l'appelle et puis je vais lui passer. Voilà. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Voilà, vous êtes là. Bon, je vais vous laisser parler, d'accord? Oui, maman. Voilà, je vais vous laisser parler. Les femmes sont là pour vous écouter. Restez en vidéo, ne quittez pas. Ok. Allez-y. Présentez-vous. Vous voyez, il porte encore le même vêtement que sur la vidéo. Oui, monsieur Malonga, exprimez-vous.
Alors, bonsoir tout le monde, la famille. Mm. Je m'appelle Malonda Francisco. Mhm. J'habite à Paris, 13e arrondissement. Mm. Donc, tu sais, il y a tellement de choses. On subit des choses très, 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 très graves au sein de la famille que parfois j'ai même du mal, je ne vois même pas par où je peux commencer parce que les choses sont tellement nombreuses. Dites comment vous êtes arrivé, comment les assistantes sociales sont arrivées chez vous, dans quelle mesure et dans quelles circonstances vos enfants vous ont été arrachés. Ok. Mm. Déjà, pour vous dire que depuis notre arrivée ici en France, Mhm. je peux dire qu'on on a commencé déjà à être harcelé, on peut dire ça. Mhm. On a commencé déjà à être harcelé. Ces gens-là, les gens-là qui trafiquent les enfants, qui font, voilà, on peut dire c'est criminel. Moi, j'aime bien employer ces mots-là, les criminels là qui sacrifient, ce qu'ils font les trafics qui sacrifient d'enfants ici en France. À partir du moment que vous arrivez, lorsqu'ils estiment chez vous, vous êtes quelqu'un, une personne, une famille vulnérable. À partir du moment où ces gens-là ont été ciblés, c'est fini. Lorsqu'on te cible, c'est fait l'objectif, c'est en tout cas, c'est exterminer la famille, c'est détruire la famille, c'est vous, enfin, jusqu'au moment où ils vont vous placer les enfants et l'histoire finit. Mm. C'est comme ça ils font. Donc, déjà les choses commencent en 2000, on peut dire, il y a plusieurs choses. Je vais commencer en 2015. Mettez les cœurs, les En femmes, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, allez-y. 2015 ou en 2016, Mhm. on peut dire le premier grand coup que la famille a souffert, c'est notre enfant. J'ai un enfant, il s'appelle Gildo. Mhm. C'est un garçon, actuellement il a 10 ans. Mhm. On l'a administré un vaccin vraiment étrange. À l'époque, il avait 3 ans. Je ne sais pas si ce vaccin-là a changé la vie de mon enfant, de notre enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'était le vaccin. Nous sommes allés voir les médecins pour pouvoir nous donner des explications. Qu'est-ce qu'était malheureusement, on n'a pas eu le retour. Nous sommes allés même voir certaines assistantes sociales. On n'a pas eu le retour non plus. Mhm. Mais après, comme mon fils n'était pas vraiment grave, moi-même, je me suis dit, bon, on va essayer de contrôler un peu pour voir quelle sera l'évolution de la situation. Mhm. Cette partie-là passe. La deuxième partie, c'était chez ma fille. Donc, je vais essayer de sauter un peu parce qu'il y a plein de choses qu'on a souffert ici. Mhm. On a souffert même. On était même victimes, on peut dire ça, nous sommes même victimes de stérilisation forcée. La mère de mes enfants a failli mourir. Elle a souffert 6 fois avortement. Je me souviens bien l'autre fois, que le bébé qui a on peut dire qu'il a décédé dans le ventre de la mère de mes enfants. Elle a failli mourir, la mère de mes enfants. Fruit des médicaments que ces gens-là administraient. La mère à la maison bien sûr. Nous avons même les preuves, hein. Il y a des caméras, j'avais mis une caméra cachée. Et on a attrapé les gens là qui les plans, hein. Les Français venaient administrer un type de médicament. Je sais bien que les médicaments là, ce n'était pas pour nous exterminer, nous tuer, non. Certainement, c'était pour nous stériliser. Donc, lorsque la mère de mes enfants tombait enceinte, automatiquement, avortement. Il trouvait que vous avez eu trop d'enfants, c'est ça? Vous avez combien d'enfants? On a 4 enfants. Et c'est vous qui avez demandé la stérilisation ou on vous l'a imposé? Non, c'est ces gens-là qui nous... Moi, je peux pas faire ça. Ces gens-là qui venaient, ils administraient les médicaments dans la nourriture. Et lorsqu'on mangeait, automatiquement, lorsque j'ai mangé ça, la colonne vertébrale, le douleur, même les enfants,
La mère des enfants, lorsqu'elle mangeait, si elle était enceinte, automatiquement. Comment ils entraient chez vous? Ça se passait comment? Par exemple, lorsque la maman, moi je pars au travail, lorsque la maman partait pour aller chercher les enfants à l'école, c'était cette occasion-là, ils venaient même. Nous avons les caméras, nous avons des images. Voilà, mais on va laisser cette partie-là. Maintenant, la situation très, on peut dire, qui m'a fait, demander le soutien de tout le monde. On va parler directement du placement de nos enfants, abusif de nos enfants. Le 3 avril 2021, ma fille, cette fille-là qui a devenu la femme de Français, qui a 5 ans, ma fille, c'est la même fille, hein. À l'époque, elle avait 3 ans et quelques mois. Elle avait un petit bobo au niveau de la cuisse gauche, non, droite. Et la maman, bon, comme c'était pendant le confinement, vous savez, pendant le coronavirus, tout le monde a été pratiquement bloqué. Donc, nous n'avions pas le médicament à la maison, notamment l'alcool, pour pouvoir le mettre sur les petits bobos. La maman, nous sommes dit qu'il faut amener la petite à l'hôpital. À l'hôpital, à l'époque, nous vivions dans la Sarthe, dans une ville qui s'appelle Léman, soit 12 000. Voilà. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, la seule chose, la maman qui était présente, la seule chose que nous savons que l'équipe médicale a fait une chose vraiment étrange. Ils avaient administré un type de vaccin. C'est ça que nous, en tant que parents, on s'interroge. Est-ce que c'était les tests, ils ont testé l'efficacité d'un nouveau vaccin qu'ils ont découvert dans leur laboratoire? En tout cas, on ne sait pas. La seule chose que nous savons, lorsqu'ils ont fait ça chez notre fille, lorsqu'ils ont administré ça chez notre enfant, automatique, les mêmes minutes, ça ne même pas tarder 3-4 minutes, les mêmes minutes, la petite KO. Au même moment, elle a gonflé. Elle avait 3 ans à l'époque, mais elle a gonflé comme si c'était une maman de 45 ou 30 ou 40 ans. Dans la même minute, donc réaction immédiate. Automatiquement, elle a gonflé, elle avait problème respiratoire, le cœur a été paralysé, elle avait problème, tout type de problème. Autrement dit, elle était en coma profond. Ouais, c'était ça, un coma profond. Donc, pendant qu'on pleurait à l'hôpital, le médecin nous a dit ça, c'était un scandale total. Hein. Le médecin nous a dit que, madame, nous savons que c'est très grave, c'est très difficile, c'est ce qui vient d'arriver chez votre enfant, mais nous, on va faire tout pour pouvoir ramener encore une fois votre enfant à la vie. Ce sont les paroles de l'équipe médicale, qu'on va faire tout pour pouvoir ramener encore une fois votre enfant à la vie. Bon, pleurer à l'hôpital, on l'amène dans la salle de réanimation. On a fait le travail. Heureusement, Dieu nous a accordé la grâce. Effectivement, on l'a retourné la vie. Elle a repris la vie dans la salle de réanimation. Heureusement, Dieu nous a accordé la grâce, effectivement. Lorsqu'on a resté pendant 2 jours à l'unité de surveillance continue, vous savez, parce que comme les médecins savaient que ma fille, elle était en défaillance vitale, parce que tous les organes vitaux ont été paralysés. Elle était obligée de réanimation, on peut dire ça. Lorsqu'on reste pendant 2 jours dans la salle à l'unité de surveillance continue, les médecins constatent qu'il y a eu une très bonne évolution. On nous a dit que vous pouvez aller à la maison. Mais lorsque vous constatez quelque chose, notamment le gonflement ou quelque chose, il n'arrive plus à respirer. Suite à cette administration de ce type de médicaments-là, ces vaccins-là, les médicaments en tout cas, le médecin nous a dit qu'il faut que vous soyez très attentifs. Lorsque vous constatez une chose vraiment étrange, parce qu'à tout moment, il peut tomber encore. Donc, vous venez immédiatement à l'hôpital ou vous prenez ces médicaments-là.
vous l'administrez, après venez directement à l'hôpital, n'importe quelle heure. Et à la sortie, ouais. Est-ce que vous m'entendez? Vous me suivez? Oui, vous suivez, oui, on vous écoute bien. Ok. Et dans la sortie, l'équipe médicale, l'hôpital, nous livre un rapport, un document qui confirme les faits. Sécurisez le direct par les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct par les cœurs. Très bien. Lorsque l'hôpital nous livre ces documents-là qui confirment les faits, eux-mêmes, ils ont écrit choc anaphylactique suite à l'administration de différents types de médicaments. Ces différents types de médicaments dans un contexte d'un petit bobo, on ne sait pas. Et ils ont écrit même toutes les maladies que ma fille a eues ces jours-là. Ils ont écrit la tension artérielle, les problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, problèmes gonflement, problèmes je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs autres mots techniques de la médecine, tout ça. Voilà. Moi, comme j'étais, bon, je ne sais pas si j'ai dit naïf ou je ne sais pas quoi, mais je me suis dit, comme je pensais que la France était véritablement un pays de droit, d'état de droit, un pays de la justice, je prends ces documents-là que l'hôpital nous a donné la famille qui confirme les faits. On part à la police pour pouvoir porter plainte. Parce que nous, on était inquiets. Nous étions très inquiets, nous, la famille. On voulait que les enquêteurs ouvrent des enquêtes vraiment pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et surtout, on voulait savoir les médicaments que ces gens-là avaient administrés. Notre fille, quelles sont les conséquences surtout au long terme. Malheureusement, la police française a refusé notre plainte par 4 reprises, 4 fois. La police m'a dit ceci, Monsieur Malonga, moi je sais bien qu'il a fallu avoir mort d'homme. Ce sont les mots du commissariat de la police. Nous savons très bien qu'il a failli avoir mort d'homme. Mais on ne peut rien faire, M. Malonga. On ne peut pas recevoir votre plainte. Et pour quelle raison? Ils ont donné quelle raison? Mais comment je veux savoir? C'est eux-mêmes qui peuvent fondamenter quelle raison. Moi, je l'ai posé la question, monsieur le policier. Vous-même, vous dites très bien que vous êtes conscient qu'il a failli avoir mort d'homme. Mais au même moment, vous dites que vous ne voulez pas prendre notre plainte. Alors là où il a failli avoir mort d'homme, la police ne veut pas prendre la plainte. Alors quand est-ce que vous pouvez intervenir? J'ai posé cette question à la police. Là, j'ai posé aussi la question, dites-moi alors, si là où il a fallu avoir mort d'homme, vous ne pouvez pas intervenir, alors donnez-moi la liste de toutes les choses, toutes les situations auxquelles vous, en tant que policier, vous pouvez intervenir, ou vous pouvez prendre la plainte. La police m'a dit carrément, monsieur Malonda, moi je vous ai répondu déjà, je pense, je ne vais pas vous répondre pendant toute la journée. Ah mon Dieu. Je ne vais pas vous répondre pendant toute la journée. Je vous invite à quitter. Je vous invite à quitter le commissariat. Je quitte le commissariat. Je suis allé l'autre jour, c'est la même chose. L'autre jour, c'est la même chose. Bon, pendant que je faisais tout ça, pendant que on cherchait à entamer les démarches pour pouvoir poursuivre judiciairement l'hôpital qui a failli assassiner notre enfant, et il commençait aussi à nous créer des blocages partout. Même au niveau, nous sommes dans une situation régulière. Nous avons des papiers, titres de séjour. Mais on nous crée des blocages sur blocages. Pendant ce moment-là, j'ai fait une formation en tant qu'agent de sécurité. Ici en France, pour qui ne savent pas, pour devenir agent de sécurité, il faut avoir ton casier judiciaire vierge. J'ai mon casier judiciaire vierge. J'ai fait ma formation, mais comme la fin de la formation a coïncidé au même moment que j'ai entamé les démarches pour pouvoir poursuivre judiciairement l'hôpital qui a failli tuer notre enfant,
malheureusement, ma carte professionnelle a été bloquée. Ça veut dire que j'ai fait la formation, j'ai le diplôme, mais la carte professionnelle a été bloquée par les services jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'ai subi des blocages sur blocage, blocage sur blocage. Ils commencent à nous manipuler, commencent à nous, on peut dire, à déboulonner toutes mes actions qui visent la justice, même au niveau de l'administration. Ils commencent à dégager tous nos amis, vous voyez, comment, à travers de faux rapports, fausses accusations, fausses informations. Ils commencent à nous créer tout un vide autour de nous. Comme ça, pour qu'ils puissent nous saboter davantage sans l'intervention de qui que ce soit. Ils commencent enfin, voilà. Nous sommes allés, moi, avec mes enfants et la mère de mes enfants, nous sommes allés au tribunal local. Est-ce que vous me suivez? On vous suit toujours. C'est pour ça qu'on ne vous interrompt pas. Merci. Nous sommes allés au tribunal local avec mes enfants. Ces jours-là, c'était pendant la période scolaire. Moi, j'appelle les écoles, les différentes écoles de mes enfants pour pouvoir informer que les enfants auraient été absents ces jours-là, vu que nous avions cette activité-là d'aller à l'hôpital, au tribunal, tout ça. Nous sommes allés au tribunal local pour pouvoir porter plainte au tribunal. Et comme ces gens-là, ils nous suivaient partout, ils commençaient à nous créer des blocages. On est resté devant la porte du tribunal pendant 4 heures de temps. Ça veut dire que le tribunal, c'est un organisme public. Et tout le monde pouvait entrer et sortir, sauf que nous. Nous, on ne pouvait pas entrer, accéder. Donc, ils ont créé une barrière même devant le tribunal. On est resté de 8 heures quelques jusqu'à presque midi. Comme les enfants jouaient devant le tribunal, on faisait aussi du bruit. On essayait de pouvoir si vous pouvez nous laisser accéder au tribunal, malheureusement. Nous sommes allés même voir, tu vois, à côté du tribunal d'Ima, il y a une maison qui s'appelle Maison des avocats. Il y a toujours des avocats là-bas. On nous a dit que non, la maison des avocats est fermée, donc on peut pas nous recevoir. Il y a une dame qui est venue nous voir devant le tribunal. Elle nous dit tout de suite, avant de poser même une seule question, elle nous dit tout de suite, monsieur, votre cas, c'est pas d'ici du tribunal. Prenez cette adresse-là, à la maison de justice et droit. Vous allez s'informer là-bas. Peut-être vous allez avoir la solution de votre cas. Moi, je pose la question à cette dame-là qui est venue nous voir devant la porte du tribunal, là où on ne pouvait pas accéder. Mais madame, vous venez du tribunal là. Vous venez nous dire que notre cas, c'est pas d'ici, mais vous m'avez même pas posé la question, c'est quoi notre cas? Comment vous le savez déjà que c'est notre cas, c'est pas ici? Et en plus, moi, je sais que le tribunal, c'est l'endroit où il y a des greffiers au tribunal. Il y a des gens qui peuvent recevoir notre plainte. Il y a des endroits où on peut trouver la solution pour tout type de litige. Dans ce tribunal-là, il y a le tribunal de commerce. C'est le même bâtiment, au Mans, en tout cas, c'est le même bâtiment où se trouve le tribunal de commerce, tribunal d'enfants, tribunal pénal, tribunal, tout type d'instances judiciaires, c'est le même bâtiment. Mais il y a des endroits séparés. Ça veut dire qu'il y a tout type de litige. On peut trouver la solution ici. La dame m'a dit que non, monsieur, je vous avais déjà dit, je pense, je n'ai rien à vous dire. Prenez cet appel-là, peut-être vous allez trouver, cette adresse, vous allez trouver une solution là-bas. Mettez des cœurs, le direct est signalé, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Les mêmes jours, on quitte le tribunal, on part à la maison de justice et droit, l'adresse à laquelle la dame du tribunal nous a confié, nous a orienté. En arrivant à cette adresse, on est reçu par une dame de type européenne, elle est française, qui devait avoir presque 60 ans. Elle devait avoir 58, 57, comme ça. Cette dame nous dit, monsieur, vous savez, moi, en tant que maman, je vois cette situation-là, elle est très grave. Elle est très grave. Et moi, je vous conseille de déménager de la ville. Je ne sais pas si c'était leur piège. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils avaient préparé déjà leur dossier.
pour pouvoir nous détruire nos enfants. Moi, je pose la question à cette... Je dis à cette dame, bon, madame, désolé, mais notre volonté, ce n'est pas de quitter de la ville. Moi, nous, on ne dit pas que vous êtes méchants, non, vous êtes quand même gentils. Nous sommes quand même, vous nous avez accueillis dans votre pays, nous sommes quand même régularisés malgré l'immigration. C'est un acte purement volontaire, mais aussi universel, parce qu'il y a des Français aussi qui sont en Afrique du Sud, ou au Gabon, ou au Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Donc, dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a le droit de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays à son choix. C'est pour ça qu'il y a des Français qui se trouvent ailleurs, dans ce cadre-là on peut dire, la liberté de toute personne de pouvoir se quitter, chercher, aller vivre ailleurs où il veut. Mais ce n'est pas, moi je dis pas que vous êtes méchant. Non, vous êtes quand même gentil. Donc moi, la seule chose que nous avons besoin, qui nous aide nous au moins à demander faire des enquêtes, au moins à faire des examens médicaux, au moins pour savoir s'il y a des éléments étranges au cours dans l'organisme de notre enfant. Comme ça, on va savoir comment on va faire pour pouvoir attaquer, parce qu'il y a vous savez, il y a des réactions chimiques ou biologiques. Parfois, les réactions, parfois, les conséquences, parfois dans 50 ans. Ça arrive. Parfois dans 25 ans. Parfois dans 200 ans. Ça veut dire que les conséquences chez les enfants de nos enfants. C'est pour ça que, oui, la réaction biologique, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple, la bombe là que les États-Unis ont lancée sur Hiroshima. Ça fait depuis presque 100 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Ce sont les conséquences biologiques. Ouais, il y a des éléments chimiques, c'est comme ça. Donc, vous vouliez faire tous ces examens, effectivement, pour vous rassurer que votre enfant est hors de danger. Voilà. Voilà. Mais il ne voulait pas. La dame madame m'a dit que non, il fallait que vous déménager de la ville. Moi, je lui ai dit que non, on n'a pas besoin de déménager de la ville. Moi, je l'ai dit même à cette dame, de toute façon, même si on déménage de la ville, notre situation que nous, on vit ici, tous ces harcèlements-là, toute cette ségrégation-là que nous, on vit ici, si il s'agit bien d'une situation républicaine, ça veut dire que c'est l'État qui est derrière ça. Ou pas l'État en tant que tel, mais certaines personnes, certains animateurs de plusieurs institutions de l'État français qui ont la facilité de pouvoir manipuler les choses, vous donner de fausses informations, tout ça. Je pense qu'on peut déménager même n'importe où. Cette situation, il suffit de ces gens-là écrire un seul mot dans votre ordinateur, ça va nous suivre partout. La dame m'a dit que monsieur Malonda, moi je pense que je vous avais déjà donné la réponse. Vous voyez, donc la même réponse qu'on m'a donnée, on peut dire la même logique, la réponse qu'on m'avait donnée à la police, au tribunal, même à la maison, c'est la même, c'est le même sens. Je pense que je vous avais déjà répondu. Je n'ai plus rien à faire. Moi, je dis, madame, vraiment, vous êtes maison de justice et droit. Vous n'avez rien à faire. Alors, ça veut dire que la justice française, elle est sélective, alors. Madame m'a dit que monsieur Malonda, je ne peux rien faire. Ok. On quitte les mêmes jours avec nos enfants. On appelle Madame Gerlot. Madame Gerlot, moi, j'aime bien citer le nom, hein, parce que comme c'est une histoire vraie, et les gens que je cite sont les animateurs de certaines institutions de l'État français, donc ils sont encore vivants, ils peuvent être consultés. J'appelle Madame Gerlot. Madame Gerlot, c'est une dame qui travaille, cette affaire-là, aide sociale à l'enfance ou quelque chose comme AMO, comme ça. On connaît la dame, oui. On l'appelle Madame Gerlot, nous avons une situation. Est-ce que vous êtes dans votre bureau? On m'a dit que oui, je suis dans mon bureau, vous pouvez venir. Madame, je prends la voiture, on part là-bas avec toute la famille, avec nos enfants. En arrivant sur le plan,
Madame Gérolo vient de sortir il y a 1 minute. Ah, il y a 1 minute, ok, on va l'attendre. On est resté, je pense, de midi jusqu'à 17h. La dame n'est plus retournée. On était manipulés. Donc, on a fermé la porte. Je vous assure que madame, normalement, cet organisme-là de l'État, l'aide sociale à l'enfance, c'est eux qui placent les enfants qui eux-mêmes estiment qu'ils sont en danger. Mais, en réalité, nous sommes allés voir ce même organisme-là pour pouvoir dénoncer, de leur dire que nous étions, ma fille était en danger, même toute la famille était en danger, et ce danger-là a été protagonisé par l'État, par les services de l'État, et en l'occurrence l'hôpital. Malheureusement, cet organisme-là nous a fermé la porte. Lorsqu'on retourne chez nous, les bilans de tout ça qu'on a fait, on trouve à la maison, ils ont coupé l'électricité. On est resté pendant 2 jours sans courant. On était obligé d'aller acheter le bougie. Seigneur Jésus. Oui, on est allé acheter le bougie. Nous sommes allés même charger les portables chez un voisin, quelqu'un ailleurs, une compatriote, pour nous permettre, vous voyez, parce que nous avions des enfants, bébés à l'âge de... le bébé là qui a failli mourir, elle avait 3 ans. Il y avait aussi un autre bébé qui avait quelques mois. Donc, on ne pouvait pas dormir dans le noir. On était obligé d'aller charger les portables ailleurs pour pouvoir dormir avec les torches de téléphone. On est resté comme ça. Et pendant des jours, je téléphone là. Ils ont venu casser la voiture le même jour. Donc, c'était le bilan. Pour nous dire que on vous suit, donc vous n'avez pas le droit de chercher la justice. Nous, vous êtes nos bourriques, donc on peut faire tout ce que nous avons besoin de vous. Voilà. J'appelle la mairie locale pour demander s'ils avaient des casseroles pour me permettre d'aller faire à manger à la maison, là-bas, pour pouvoir nourrir les enfants. En fait, c'était uniquement pour pouvoir rigoler, pour voir s'ils pouvaient intervenir, pour avoir pitié ou comment les enfants vont dormir dans les noirs. Bon, la mairie m'a dit que bon, je ne pouvais pas préparer à manger là-bas. Ok, c'est pas grave, on est resté 2 jours, ça presque 3 jours, je pense, sans le courant. Une fois qu'on fait ça, on a essayé d'intervenir partout, pas de solution. On a appelé même les services, même les assistantes sociales. Moi, j'ai constaté que l'assistante sociale, vous pouvez voir qu'elle est en train de rigoler avec vous comme si elle est pour vous. Mais lorsque vous aurez même un problème sérieux, ces mêmes assistants sociaux-là, ils peuvent être menacés, ils peuvent être... on va vous dire que non, arrête. Ça veut dire qu'ils ont un chef. Ce chef-là, à partir du moment que ce chef-là lui donne les ordres, c'est fini. C'est la même chose. Continue, papa. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose que nous, on subit. Voilà, 3 jours après, lorsqu'ils ont venu rétablir l'électricité, le monsieur qui est venu, on lui pose la question, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne doit pas. Pourquoi vous avez fait ça? Le monsieur nous a dit que non, monsieur, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on commande. C'est comme la télécommande. Lorsqu'on me dit, va faire ça, c'est ça que je vais faire. Si on me dit, va faire ça, c'est ça que je vais faire, je peux plus vous dire. Je ne peux pas, de toute façon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Ok. Mais après ça, on a constaté que toutes les portes ont été fermées au niveau de la... Nous sommes allés même voir monsieur le maire de la ville, il s'appelle monsieur Gilles Leproust. C'est le maire de la ville où on habitait à l'époque. Lui, c'était un monsieur vraiment très respectueux. On m'a accordé une audience de plusieurs dizaines de minutes, je pense 25 ou 30 minutes, comme ça j'ai oublié. On a parlé, on a exposé, en tout cas, devant ce monsieur-là, le maire, on exposa toutes nos inquiétations. Le maire a dit qu'effectivement, c'était vraiment tout ce que j'avais raconté, c'était très grave. Et lui-même, il m'a promis qu'il allait faire tout pour pouvoir
pour pouvoir sécuriser la famille, pour pouvoir nous protéger, tout ça. Et il allait confier notre situation aux ses collaborateurs. Malheureusement, on n'a pas eu de bons retours. Les collaborateurs le maire Jules Repousse n'ont pas suivi les consignes données par leurs chefs. À la fin, on est resté pratiquement coincé. Nous nous sommes... Ah, j'ai oublié même une chose que je pense que j'estime aussi très important. Après avoir fait toutes ces démarches, on nous a bloqués partout. On venait même, vous voyez, venaient les voisins. Les voisins venaient verser les sacs poubelles chez nous. Verser le sac poubelle comme ça, voisin une blanche, plusieurs fois. Devant votre porte. Verser les sacs poubelles devant votre porte. Oui, on était victimes de tout ça. Ils venaient plusieurs fois. En fait, lorsqu'on partait à l'école ou je ne sais pas où, on retournait à la maison, on trouvait un grand sac poubelle devant la porte. Comme on ne connaissait pas, on n'a pas vu la personne qui faisait ça, mais on partait se plaindre au niveau des SART d'habitat, au niveau des assistants sociaux. Les assistants sociaux disaient qu'ils ne pouvaient rien faire, vu qu'ils ne savaient pas la personne qui faisait ça. À chaque fois, première fois, deuxième fois, troisième fois, troisième fois, la mère de mes enfants, lorsqu'on trouve le sac poubelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle met ça dans l'ascenseur et balance au niveau 0. Parce que 0, ça appartient à personne. Au niveau 0, on met dans l'ascenseur et il reste derrière la porte. Vous savez, normalement, il y a les portes qui ont un petit trou. Les trous là, lorsque vous êtes dedans, vous pouvez voir la personne qui est à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien sûr. Voilà. La mère de mes enfants a piégé ces gens-là, ces jours-là. Elle a dit, bon, laisse-moi, je vais piéger ces gens-là, on va voir s'il y aura quelqu'un qui viendra déposer encore sa poubelle. Elle reste devant la porte, même pas une minute. Ça veut dire que ces gens-là, je ne sais pas, ils avaient les caméras, ils me suivaient partout, même pas une minute. Il y a une dame française, type française, vient avec les sacs poubelles. Je vous présente que ces sacs poubelles-là, ça ne nous appartenait pas, ce n'était pas à nous. C'était une façon de nous embêter. Lorsqu'elle voit, ouais, venez jeter, déposer sa poubelle, comme elle observait sur les trous là, elle ouvre la main de mes enfants, on ouvre la porte. Ah, finalement, c'est toi qui faisais ça. La dame, lorsqu'on l'a attrapée comme ça avec de matière, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Pour vous montrer que moi, je suis chez moi. La France, c'est mon pays. Elle entre vraiment, elle verse les sacs poubelles au salon comme ça. Vous n'aviez pas fait de vidéo? Non, mais elle est là présente, mais comment? Ce n'est même pas une question de vidéo, tous les enfants, même les enfants sont là présents. Les enfants étaient vraiment paniqués ces jours-là. Enfin, donc nous sommes allés. C'est une affaire démoniaque. On a dit la personne. Nous sommes allés maintenant pour aller se plaindre, porter plainte. Ils n'ont rien fait. Voilà, donc, je continue. Lorsqu'on a constaté. Taguer les autorités, taguer celles qui proposent de quitter pas M. Malonda. Taguer les institutions, les cabinets juridiques que vous connaissez, taguez-les dans les commentaires. Vous voyez, il y a plus de 500 personnes connectées pour vous écouter. Et il y a des réactions, il y a des gens qui connaissent, au-delà de l'avocat que j'ai contacté, qui s'occupe des affaires de placement abusif, il y a aussi des personnes qui sont en train de faire des propositions. Sachez que vous qui vous connectez maintenant pour suivre le fil des choses, ce couple s'est vu arracher ses enfants. Ils sont victimes de placement abusif. Et leur jeune enfant de 5 ans a été sexuellement agressé. Donc, c'est ce qui l'explique. Parce que vous avez proposé faire une cagnotte pour aider ce monsieur à prendre un avocat. C'est pour cela qu'il est là. Et il a voulu exposer lui-même les faits. Parce que, comme vous écoutez là, pour ceux qui ont pris la vidéo en marche, vous pouvez revenir tout à l'heure pour regarder depuis le début.
Il est en train d'expliquer toutes les injustices qu'il a subies, lui et sa famille. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je ne crois même pas être en France quand je l'écoute parler. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un autre pays. Donc, on va l'écouter tranquillement pour qu'il aille jusqu'au bout de comment ils sont venus prendre ses enfants. Et je vous invite à mettre des cœurs pour sécuriser le live. Restez connectés, mettez des cœurs parce que tout à l'heure, on va parler de comment mettre en place la cagnotte pour aider ce couple-là qui passe par des temps si difficiles. Mais moi, je crois que c'est plus démoniaque qu'autre chose. Continuez, Monsieur Malonda, s'il vous plaît. Merci, merci maman. Donc, à la fin, après avoir fait tout ça, toutes ces démarches-là, tout bloqué partout, moi, je me suis dit que je me suis senti comme si le ciel avait tombé sur nous. On demande vous savez, nous sommes des étrangers. Malgré que nous avons nos enfants ici, on demande le titre de circulation pour ceux qui connaissent, pour permettre la circulation les minières. Pourquoi on a demandé ce titre? C'est un document exclusif, hein, c'est obligatoire qu'on nous donne ça, parce que ça appartient à nous. Vu que nous avons des enfants qui vivent avec nous ici, sur le territoire. Voilà, on demande ces documents-là, c'était pour aller faire des examens médicaux ailleurs, soit en Belgique, soit même en Afrique, je ne sais pas où. Maman, même les titres de circulation pour les mineurs ont été refusés. Les services d'administration française ont refusé. On nous a demandé des documents qui n'existent pas. Jésus. Ça veut dire à partir de ce moment-là, on nous sentait comme nous étions pris en prison. C'était une véritable prison au ciel ouvert. Les titres de circulation pour nos enfants a été refusé. Donc on ne pouvait pas, comme ils savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec nous, donc on ne pouvait pas quitter de la France pour aller faire des examens ailleurs. Bon, après, la mère de mes enfants m'avait proposé si on pouvait, comme vu qu'à l'époque, lorsqu'ils refusent le titre de circulation pour les enfants, m'avait proposé même de quitter carrément ce pays-là pour retourner chez nous, en Afrique. Mais moi, comme j'étais un peu plus, j'avais un peu plus de patience et surtout l'espoir. Comme je savais que la France... C'est un pays de droit. Pour vous, c'est un pays de droit, oui. Oui, moi je suis venu en France parce qu'on me disait que la France était le paradis des droits de l'homme. Je suis venu ici en France parce qu'on nous dit que la France c'est un pays de justice, de droit, et on ne fait pas de mal, on ne commet pas de crimes, donc nous sommes très bien intégrés, vous voyez, très bien intégrés. On a fait toutes les démarches pour l'intégration républicaine. Donc c'est pour ça que nous sommes dit qu'on on va attendre un petit peu peut-être ces gens-là lorsqu'ils vont constater qu'on a beaucoup fait de mal, les innocents. Peut-être eux-mêmes, ils vont nous donner la justice. Si je suivais l'idée de la mère de mes enfants, peut-être au jour d'aujourd'hui, nos enfants, ils ne pouvaient pas être détruits, violés, comme au jour d'aujourd'hui. Mais, comme j'ai pensé que la France était un pays de justice, un pays de droit, je me suis dit non, on va attendre un petit peu. Maintenant, pour aller vraiment dans ce qui concerne, vos enfants sont détruits, c'est-à-dire... Vous avez combien d'enfants qu'on vous a enlevés, Monsieur Malonda? Combien d'enfants? J'ai 5 enfants. Oui. J'ai 5 enfants, mais j'arrive déjà parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle, j'arrive déjà au bout du placement. Lorsqu'on constate on refuse titre de circulation, on nous dit que non, là, ici, c'est fini pour nous. Alors, on va déménager effectivement de la ville. C'est à partir de ce moment-là, lorsque les enfants... Mettez des cœurs, le direct est signalé. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs et des cœurs, s'il vous plaît. Le direct est signalé, oui. Tapotez l'écran. Oui, allez-y, Monsieur Malonda. Ils sont comme ça. Pour eux, ils sont comme ça. Voilà. Ils voulaient que les gens ne m'aident pas. Comme ça, ils pouvaient nous détruire comme ils veulent. Donc, on prend la décision, lorsqu'on a constaté, nous-mêmes, la famille était vraiment dans cette situation, on prend la décision de déménager de la ville pour venir ici à Paris.
je me suis dit que Paris, comme c'est les sièges de toutes les institutions françaises, il y a même les ambassades, tout c'est à Paris. Donc peut-être on va se sentir un peu En sécurité. stable, voilà, justice, tout ça. Maman, on prend la décision de quitter la ville là où on habitait le 27 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, c'était un vendredi. Lorsque les enfants ont eu les grandes vacances de l'été, la ville là, en Léman, dans la Sarthe, ils sont dans le secteur C ou B, en tout cas à partir le 20 ou le 21 juin, non, le 21 juillet, ils ont déjà les grandes vacances. Donc le 27, une semaine après que les enfants ont eu les grandes vacances, on prend la décision de quitter pour venir ici à Paris. Mais la mère de mes enfants, Odette, le même jour, même midi, que bon, nous avons des mois. Nous avons 2 mois pour pouvoir inscrire les enfants à Paris. Donc, on avait vraiment beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous accompagner à Lyon? Comme ça, je vais visiter la femme de mon cousin qui a perdu son frère. Mais aussi, on va faire aussi sortir les enfants parce que ça fait depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, on ne quitte jamais de la ville. C'est une occasion aussi, non? Pour manque même de possibilités, tout ça. C'est une occasion même de faire sortir aussi les enfants. Moi, je me suis dit que non, c'était une très bonne idée. Comme ça, je dépose ma famille à Lyon. Et moi, ici à Paris, je vais travailler pour voir si je pouvais louer au moins une chambre pour pouvoir accueillir ma famille élargie. Voilà, je dépose ma famille à Lyon le 27 juillet 2022. Moi, le 28, chez son frère, son cousin. Le 28, je viens ici à Paris avec mon fils le plus grand, celui-là qui a 17 ans. Je vous précise, mon fils qui a 17 ans, c'est un enfant que j'ai fait avec une autre relation. Sa maman était en Afrique. C'est moi-même, c'est un garçon, c'est moi-même que il vit avec moi depuis l'âge de bébé. Oui, depuis l'âge de bébé. Donc, je viens avec lui, je viens ici à Paris. 4 jours après avoir quitté la ville, 4 jours après, pendant qu'elle parlait, la mère de mes enfants parlait avec la femme de son cousin. La femme de son cousin lui dit que non, ici dans cette ville-là, bon, il y a quand même une très bonne orientation. En plus, il y a des bons gens. Est-ce que vous pouvez demander rendez-vous à une assistante sociale dans un centre de solidarité, quelque chose comme ça, à Lyon, pour pouvoir demander quelques orientations administratives à une assistante sociale, vu que nous étions en plein déménagement. Bon, comme tout le monde, comme la mère de mes enfants, elle ne maîtrise pas vraiment très bien l'administration française, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent quelqu'un qui peut les orienter. C'est normal. Voilà. Maman, elle part, on lui donne le rendez-vous le 1er août. Nous, on quitte la ville le 27 juillet 2022. Le 1er août 2022, ça veut dire 4 jours après, à 15h, on lui donne le rendez-vous. Lorsqu'elle arrive, elle voulait même laisser les enfants chez son cousin, mais elle-même, elle a dit que non, je pense qu'il faut que j'amène les enfants. Peut-être l'assistante sociale va vouloir voir les enfants pour être sûr que j'ai une famille. Elle amène ses enfants là-bas. Maman, c'est dans ce centre-là, à Lyon, où ma mère de mes enfants est allée demander quelques orientations administratives. C'est dans ce centre où les enfants ont été kidnappés, ont été volés. Je vous précise, avant que les enfants soient volés, on n'a pas eu un problème quelconque dans la ville où on habitait. Le seul problème que nous avions eu, c'est ces problèmes-là qu'on cherchait la solution. On a frappé, toutes les portes ont été fermées. On commençait à nous harceler, on commençait à nous faire déchirer partout. Jésus. On n'a pas eu un problème qui allait provoquer le placement de nos enfants. On n'a pas eu un problème quelconque. Mais c'est le groupe de 5 ou 6 individus sont venus nous voler les enfants, voler comme ça. La mère de mes enfants, elle a essayé de faire une résistance
active, mais vous savez, c'est une femme. En plus, le groupe-là, c'était un groupe composé par 6 individus et c'était 4 enfants à sauver. Donc, elle ne pouvait pas. Seigneur Et Jésus. les enfants là, les inconnus volent les enfants. Et ces enfants, les gens là, ils donnent ces jours même, ils donnent la copie, une copie, c'est une copie qui dit avoir été un jugement, que le juge a ordonné le placement de ces enfants-là. Et selon ces copies-là de jugement, selon ces copies, le jugement a eu lieu le 30 mai. Ça veut dire 3 mois derrière. Nous étions sur place. 30 mai, que le juge ordonne le placement des enfants. Le 30 mai, nous, on n'a jamais été convoqués. On ne connaît pas ce jugement. On n'a jamais été notifiés. Ouais. On ne connaît pas de jugement. Donc, c'est un jugement trafiqué, falsifié, une escroquerie qu'ils ont fait juste pour pouvoir justifier le placement, le vol de nos enfants. Lorsqu'ils volent les enfants à Lyon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné les enfants dans la Sarthe. D'abord, ils ont resté avec eux. On ne sait pas ils étaient qui. Lorsqu'ils retournent les enfants dans la Sarthe, donc nous, on est restés, moi le père, avec mon fils aîné à Paris, la maman à Lyon, les enfants dans la Sarthe. Ça veut dire 3 régions différentes. Bon. Là, et les enfants, on vous voit les enfants de quel âge à quel âge? Les 4 enfants avec quel âge? Les 4 enfants, il y a un garçon qui à l'époque, un garçon qui avait 11 ans, elle allait faire 12 ans. Il y a un garçon qui avait 9 ans, il y a une fille qui avait 4 ans, et un garçon qui avait 2 ans, 2 comme ça, 2. Ah, Jésus. Ils amènent. Lorsqu'ils font ça, Jésus. moi je pars directement au centre, là où les enfants ont été volés, et un jour après. Lorsque la mère de mes enfants me communique, regardez ce qui m'est arrivé, ils sont venus me voler les enfants. Au début, même la mère de mes enfants, elle pensait que c'est moi qui étais derrière ça. Moi, je pars là-bas pour aller récupérer mes enfants. Mais pour aller même, je voulais même leur manquer de respect, les imbéciles. Comment vous allez voler les enfants que vous savez que le père est présent ici sur le territoire français? S'il y a un problème avec la maman, vous devez me communiquer. Mais les messieurs, là, les gens m'ont dit que non, messieurs, les enfants ne sont plus ici, ils vont déjà être transférés dans la Sarthe. Il faut aller dans la Sarthe, là-bas où vous vivez. Il faut aller dans la Sarthe, là où vous vivez, c'est là-bas. Mais moi, je dis, mais comment vous allez transférer? C'est maman ici à Lyon, le papa à Paris. Comment vous allez à la Sarthe pour aller faire quoi? Oh, mais c'est pour ça que je ne peux plus vous dire quelque chose, il faut aller dans la Sarthe. Ok, comme c'était déjà très tard, ce jour-là, je retourne, je pense que j'ai passé même la nuit là-bas. Je pense que j'ai passé la nuit là-bas. Et je viens dans la Sarthe. Dans la Sarthe, on m'a dit, 2 jours après, je pars à la Sarthe pour aller récupérer mes enfants. On m'a dit que non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Les enfants sont placés. Mais sont placés pourquoi? Par qui? De toute façon, ça ne marche pas comme ça. On va vous donner rendez-vous. Je vous précise, pour que certaines personnes qui ne connaissent pas cette affaire-là de placement des enfants, dans le placement des enfants, si vous avez déjà entendu parler de Gérard Forêt, si vous avez déjà entendu parler de Carl Zéro, il faut commencer à suivre ce qu'ils disent. Dans le placement des enfants, les enfants sont violés, les enfants sont adrénochromisés, les enfants sont sodomisés, les enfants font des trafics des organes, les enfants sont abusés, les enfants disparaissent même. Des enfants parfois sont orientés à la prostitution infantile. Monsieur Malonda. Oui. Oui. Allez-y, dites-nous où vous en êtes. Les enfants sont orientés même à la délinquance. Si vous pouvez faire même un micro-trottoir, demandez les gens là, les garçons qui vivent, qui vendent de la drogue, je ne sais pas, au niveau des gares, tout ça, vous allez écouter, la plupart d'eux sont des anciens enfants placés. Ça veut dire qu'ils falsifient. Enfin, tout ça arrive au placement abusif des enfants. Voilà. Et surtout,
Mais Maintenant, aussi mais, les enfants qui sont placés, chaque enfant. Monsieur Donc, Malonda, c'est une bande organisée de criminels. Monsieur Chaque Malonda, enfant placé, Monsieur oui. Malonda, nous voulons en fait que vous nous disiez actuellement où sont vos enfants, quelles sont les démarches, oui. Je vais arriver là-bas, je vais arriver. Chaque enfant placé, on paye. L'État verse 9500 € chaque enfant placé. Ça veut dire que moi, comme j'ai 5 enfants, c'est presque 50 000 par mois. Vous voyez que c'est toute une mafia. Voilà. Donc, lorsque j'ai fait ça, normalement, ce qui stipule l'article 1184 du Code des procédures civiles, lorsqu'il y a un placement d'urgence, comme les enfants ont été volés comme ça, lorsqu'il y a un placement d'urgence, les parents doivent être convoqués au tribunal pour qu'ils soient auditionnés, soit les parents et les enfants, pour être entendus au tribunal sous 15 jours. Sous 15 jours. Si ça dépasse 16e jour, même une heure, si ça dépasse une heure, donc c'est en dehors du cadre légal, c'est illégal, c'est crime, ça devient déjà séquestration. Nos enfants, ça fait 15 mois. Nous, on attendait cette convocation-là, on n'a jamais été convoqué au tribunal. Mais aussi, ça ne peut pas être considéré comme placement d'urgence, vu que selon la copie des jugements qu'ils avaient donné la maman de mes enfants, c'est un jugement qui a eu lieu 3 mois derrière. Ça veut dire que ce n'est pas urgence. C'était une chose, on peut dire, préparée. Maintenant, est-ce que vous avez contacté un avocat? Je vais vous suivre. Comme si ce n'est pas un placement d'urgence, obligatoirement, nous devions être convoqués au tribunal. Donc, ils n'ont rien fait. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils ont placé les enfants en familles différentes. Tous les 4 enfants en familles différentes. Ma fille, on l'a placée chez un monsieur célibataire. Et pendant ce temps-là qu'ils ont placé ma fille, qui après, comme elle est née en novembre, donc on l'a arrêtée en août. En novembre, elle complète 5 ans. Allez-y, mon téléphone est en train de signaler la batterie. Allez-y rapidement. La batterie se décharge. Lorsqu'ils ont fait ça, ils ont placé ma fille chez monsieur célibataire. Ils ont déscolarisé mon enfant. Je ne sais pas si c'était pour rendre bien efficace leur couple. Je ne sais pas mais ce que je peux vous dire, techniquement, lorsqu'ils ont déscolarisé mon enfant, ça veut dire que tout ce que mon enfant pouvait subir chez ce monsieur-là, à qui ils avaient célibataire à qui ils avaient confié ma fille, donc l'école ne pouvait pas être au courant parce qu'il y a plusieurs placements qui sont faits aux enfants. Normalement, le signalement, ça se fait à l'école. Donc, comme ma fille ne pouvait pas être scolarisée pour éviter que l'école soit au courant de tout ce que ma fille subissait. Donc, au cours d'une visite médiatisée, on nous a dit qu'on devrait aller commencer à voir ma fille et nos enfants une fois par mois pendant quelques minutes. Et au cours d'une visite médiatisée le 19 janvier 2023, pendant ce temps-là, nous, on ne savait pas qu'on parlait avec ces gens-là. On nous disait que non, les enfants, ça va, ils vont bien à l'école. Non, l'école très bien, ça se passe bien. Même la famille où ils sont, Preciosa, elle est ma fille. Preciosa, elle est avec son petit frère Charles. Mais le 19 janvier 2023, lorsque ma fille nous a dit qu'elle a été déscolarisée, écoutez, on nous donne le rendez-vous pour aller voir les enfants. Lorsqu'on arrive, avant d'arriver, donc, moi-même, j'appelle les rendez-vous, c'était le 19. Moi, j'appelle le 18 vers 16h pour pouvoir confirmer le rendez-vous. On m'a dit que oui, rendez-vous, vous pouvez venir. Demain, le rendez-vous est confirmé. OK. Moi, j'ai appelé 16h. Comme je sais que 16h, c'est déjà pratiquement l'administration va fermer. Comme ça, on va être sûr que demain, le rendez-vous, toujours, il y aura lieu. Voilà. Lorsqu'on se déplace d'ici pour arriver là-bas, c'est plus de 200 km, s'il vous plaît. On
déplace, lorsqu'on déplace, en arrivant sur place, la dame là-bas, la complice commence à dire, monsieur, le rendez-vous est annulé. Moi, je dis quoi? Le rendez-vous est annulé. Hier même, j'appelais, oui, monsieur, il y a eu une chose, que le rendez-vous a été annulé. Finalement, lorsqu'elle disait qu'il y a eu une chose, ma fille n'était pas une condition pour pouvoir nous voir. Donc, la condition à laquelle s'est trouvée ma fille, nous, en tant que parents, on ne pouvait pas le voir. Elle était détruite déjà. Jésus. C'était ça. Ouais. Mais alors, nous, on dit, non, alors, est-ce qu'on peut voir au moins Préciosa? Pourquoi Préciosa? Nous avons, vous savez, il y a des garçons parfois sont abusés ici. Mais, notre préoccupation majeure, c'est vrai que ça englobe tous les enfants, mais notre préoccupation majeure, c'est sur cette petite, parce qu'elle venait déjà de sortir d'une autre situation. Délicate. Une autre situation délicate. Donc, on voulait voir la petite, on dit, ok, au moins au téléphone, vous allez parler avec elle au téléphone. Vous allez parler avec elle pour pouvoir l'assurer un peu. Maman, c'est lorsque on parle au téléphone au moins pour pouvoir écouter ma fille, on entend ma fille est en train de pleurer. Comme c'est quelqu'un qui est vraiment mal à l'aise, au même moment, comme si ma fille était angoissée, au même moment, comme si quelqu'un qui était à côté, qui essayait de les orienter les réponses. Vous savez que lorsque vous parlez avec un enfant, vous pouvez savoir que s'il y a un adulte qui est en train de lui dicter les réponses, de les orienter comme ça. Ma fille me dit, maman, je suis... Non, papa, je ne vais pas à l'école. Ah, tu ne vas pas à l'école? Oui, pourquoi? Mais je ne sais pas, l'école c'est loin. Depuis quand tu ne vas pas à l'école? Depuis longtemps. Ah, la dame, l'assistante sociale qui était avec nous, elle nous dit non, elle va à l'école. Aujourd'hui, comme c'est la grève générale, non, aujourd'hui, comme c'est la grève générale, peut-être c'est pour ça qu'elle n'a pas. Ah bon? Grève générale, ok. Ma fille, est-ce que hier tu étais à l'école? Parce que c'était un jeudi que qu'on parlait avec elle. Hier tu étais à l'école? Non. Hier c'était mercredi, normalement mercredi on ne part pas à l'école. Mais moi je ne pars pas à l'école, je n'étudie pas. Madame, c'est quoi? C'est quoi que je suis? Madame, ma fille me dit qu'on me fait les choses dans mon zizi. Je suis un monsieur célibataire. C'est un monsieur qui, je suis avec un tonton, on vit tout seul. Oh Jésus. Lorsque ma fille m'a dit qu'on me fait les choses dans mon zizi, madame, l'assistance sociale de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, l'organisme qui protège les enfants, mais en réalité, pour nous, ils ont livré mes enfants au réseau de pédophiles, de trafic, de sacrifice d'enfants. Oh Jésus. Lorsque ma fille nous a dit ça, la seule chose que l'assistance sociale a fait, elle saute sur nous. Elle arrache le téléphone pour qu'on arrête plus de donner suite à cette partie-là que ma fille nous a dit qu'on lui faisait les choses dans son zizi, faisait mal. Oh Seigneur, comment on va faire? Lorsque moi je suis devenu fou à partir de ce moment-là, je suis devenu madame. Finalement, vous nous avez menti, finalement vous avez déjà votre projet de pouvoir détruire nos enfants. Alors amenez-moi chez ma fille, je vais voir ma fille, au moins pour voir comment elle est, pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Madame me dit non, monsieur, je ne peux pas vous amener. Elle commençait à essayer de me trafiquer comme ça. À la fin, ils ont dit qu'effectivement, monsieur Malonda, ton enfant n'a pas été scolarisé. À la fin, au début, il me disait que l'école va bien, très bien. Grâce à ma fille, nous avons dit qu'elle ne partait pas à l'école. À la fin, ils ont dit qu'effectivement, la petite ne partait pas à l'école. Ne partait pas à l'école. On nous a dit, le service social nous a dit que l'âge d'obligation scolaire ici en France, c'est 6 ans. Comme ma fille, elle a 5 ans, donc c'est pour ça qu'elle est restée là-bas chez Messier. Or, l'âge d'obligation scolaire ici en France, c'est 3 ans. Depuis 2018, vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. C'est pour ça que tous nos enfants, normalement, à partir de l'âge de 3 ans, ils doivent être inscrits. Jésus de Nazareth.
Donc, il m'a dit, il commence à me menacer. Oh, non, monsieur, non, tu ne vas pas voir ta fille maintenant. Non, j'étais avec la mère de mes enfants. Non, vous devez, je vais appeler la police. Pour essayer de me menacer. Attendez, je prends le chargeur. La police, comme je prends le chargeur, le téléphone. J'ai même pas beaucoup d'argent pour pouvoir acheter du carburant pour mettre dans ma voiture. Au moins, je vais profiter, même aller avec la voiture de la police, juste aller voir ma fille. Appeler la police tout de suite. Non, on ne va pas, on va vous mettre Malonga, on va fermer, sortez, on va fermer. On me met dehors, elle essaie de parler avec elle, reste avec la, parce que moi, c'est moi qui je suis plus énergique, la mère de mes enfants, on l'a détruit, la pauvre. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Donc, elle est devenue même malade, fort, on peut dire ça. Jésus. J'ai essayé de mettre donc c'est moi qui je réincarne l'esprit de combativité de la famille, donc j'irai jusqu'au bout. Moi, M. Malonda, le père biologique. Lorsqu'il a dit ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de parler à la mère de mes enfants pour essayer de manipuler, parce qu'elle est devenue faible, donc on les manipule. Par exemple, parmi ces 4 enfants qui ont été, au début, mes 4 enfants qui ont été enlevés à Lyon le 1er août 2022, au début 4 enfants, parmi les 4 enfants, il y a mon garçon qui a 13 ans, qui avait 11 ans lorsqu'on l'a placé, après 12 ans en novembre, qui actuellement, il va avoir 13 ans en novembre, il est porté disparu. Depuis la date de l'enlèvement à Lyon. Les Syriens qui servissent, on ne sait pas s'ils ont trafiqué déjà leurs organes. On ne sait pas s'ils ont vendu mon fils, s'il est au Canada, s'il est aux États-Unis, s'il est même ici en France, on ne sait pas. C'est quelle histoire ça, Seigneur? C'est quelle histoire? On ne sait pas. Les services, là, ils nous disent que non, votre enfant, il aime plus sa maman, il aime plus son père, il ne veut pas vous les voir. Moi, je lui dis, oh, que s'il ne veut pas me voir, on va mettre mon fils même dans une voiture de la police et gendarmerie. Moi, je peux voir mon enfant comme ça. Je vous précise, quoi que soit la situation, l'autorité parentale est protégée par l'article 371-1 du Code civil ici en France. Ça veut dire que moi, j'ai l'autorité parentale, tout ce que j'ai de l'obligation de savoir où mon enfant est, j'ai l'obligation de participer même tout, même à l'entrée scolaire, tout. J'ai l'obligation, moi, et la maman, bien sûr. Mais toutes les lettres qu'on écrit au niveau de l'ASE pour nous montrer nos enfants, pour nous montrer même où ils se trouvent les écoles de nos enfants. Comme ça, pour pouvoir participer à la rentrée scolaire, on n'a pas d'informations. On demande le dossier médical pour savoir qu'est-ce qu'ils administrent nos enfants, quelles sont les maladies qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps, on ne nous donne pas. On demande les informations. Donc, tout ce qu'on demande, on ne nous donne pas. On nous demande. Alors, plus je suis en train de me battre pour cette situation, plus aussi ils sont en train de m'étouffer. J'ai mon permis de conduire ici en France. J'ai validé mon permis de conduire. Mais comme ces gens-là, depuis des années, ils me traquent, mon permis de conduire est bloqué à la préfecture. Ici en France, pour vous préciser, qu'une personne peut perdre son permis de conduire lorsqu'il commet des infractions susceptibles à perdre des points. Lorsque vous perdez tous les points, automatiquement le permis peut être invalidé si vous êtes encore pendant la période probatoire. Ça veut dire que les jeunes conducteurs. Mais ce n'est pas mon cas. J'ai validé mon permis. J'ai validé mon permis. J'ai fait la demande pour la fabrication du permis juste là, ça fait 1 année. J'ai fait la demande 5 fois. À chaque fois, on m'envoie la permis. J'ai fait la demande jusqu'aujourd'hui, permis bloqué. Donc, comme j'ai fait toutes les démarches que j'ai faites pour la situation de la famille, ils voient qu'ils commencent à déranger. C'est pour ça même que vous voyez la dernière vidéo que j'ai filmé les criminels qui a fait pendant 4 heures de temps, ça fait plus de 100 000 vies. Ils ont supprimé les trucs. Donc, qu'est-ce que je disais? Lorsqu'ils ont constaté, lorsque je commence à me battre, je commence à demander soutien populaire, universel de notre communauté, parce que la justice n'a pas de frontières. Dans ce cas-là, ce n'est pas que vous êtes Congolais, ou vous êtes Camerounais, ou vous êtes Chinois, ou non, la justice n'a pas de frontières.
Donc, lorsque je demande le soutien collectif, lorsque je commence à me plaindre, surtout à dénoncer les crimes, ils sont venus m'arracher les derniers enfants qui étaient avec moi. Les derniers enfants là, c'est pour ça que je dis au début, lorsque vous suivez mes vidéos, au début, je parle des 4 enfants physiquement. Maintenant, j'ai ces 5 enfants parce que les derniers enfants sont venus l'arracher. Vous savez, mon fils va avoir 17 ans. C'est mon fils que je garde depuis l'âge de bébé avec moi. Il n'a jamais eu un problème. Mon fils, mon garçon. Et honnêtement, j'ai trouvé un petit boulot. J'étais dans un petit boulot, j'étais dans le boulot. On l'appelle, je ne sais pas comment ils ont eu son numéro. On l'appelle, c'est José, oui, c'est José. Venez dans cette adresse-là, tu as un rendez-vous. Mon fils, comme c'était elle était en vacances, le pauvre, peut-être qu'il s'ennuyait beaucoup à la maison. Elle est allée même sans me demander d'abord, et part là-bas à Lazé, ici même à Paris, hein, à Lazé, oh, tu vas plus retourner chez toi. Donc, tu vois, tu vas te placer, c'est la décision du juge, je ne sais pas. Cette décision-là qu'on lui dise, c'est la décision de la copie là qu'ils avaient donnée, la mère de mes enfants, à Lyon, qui disent c'est la décision du juge. Au même moment qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas notifier une décision du juge de n'importe comment. Surtout à la mère de mes enfants, c'est pas elle la maman, il devait me notifier moi-même, c'est moi le père. Il devait d'ailleurs même, c'est c'est impossible, même les avocats qui vont suivre cette conversation-là, un jugement qui n'a jamais eu lieu, les parents n'ont jamais été convoqués, ça fait 15 mois, on est là, mais ils continuent à subir des conséquences, des viols, mais ensuite ils sont venus arracher mon dernier enfant qui était avec moi ici, le 15 juin 2023. Qui a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge le dernier là? Il va avoir 17 ans. Il est né le 4 octobre 2006. Donc, octobre là, il va avoir 17 ans. Donc, maintenant, monsieur... Donc, on l'a manipulé. Pardon? Maintenant, monsieur Malanda, on veut savoir, est-ce que vous avez contacté au moins un avocat? Bon, j'essaie de faire quelques démarches. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'avocat. J'ai pas encore, mais il faut il faut qu'on trouve un avocat vraiment très solide. Parce que dans cette affaire-là, comme cette affaire vraiment très délicate, il y a des avocats qui sont manipulés, parfois menacés. Donc, il faut qu'il soit un avocat vraiment très, très engagé. Qu'est-ce que je disais encore? Je voulais dire. Et voilà, est-ce que vous avez déclaré aussi à votre ambassade? Vous avez une ambassade en France? Pardon? Je dis, vous avez fait une démarche vers votre ambassade? Oui, le consulat, vraiment, effectivement, ils sont au courant vraiment de la situation. Et ils sont peut-être c'est ça aussi qui fait, parce que ces gens, c'est ce qui fait peut-être les choses commencent à bouger. Et je voulais même préciser une chose vraiment très importante. Oui. Très importante maintenant. Aujourd'hui même, j'ai trouvé un petit boulot en tant que chauffeur-livreur aujourd'hui. Mon chef m'appelle, mon patron m'appelle aujourd'hui. Je faisais les tournées. J'essaie de livrer les poissons au restaurant le matin. Mon chef m'appelle, Francisco, tu es où? Moi, je lui ai dit que je suis ici aujourd'hui, à 10h, il m'appelle, aujourd'hui même. Il m'appelle, je lui disais que j'étais à Saint-Maur-de-Fossé, je pense. Saint-Maur-de-Fossé, c'est une ville dans les 94. Il me dit qu'écoutez, on vient de m'appeler que tu as fait un accident. Tu as fait un accident qu'on t'a croyé un enfant qui peut-être va mourir. Tu as fait un accident. Moi, je lui ai dit, moi, chef, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait d'accident. De toute façon, je sais, je l'ai fait presque. C'est vrai que l'accident, c'est un acte volontaire, mais ça fait presque 20 ans que je suis volant. Surtout avec la situation-là que j'ai, ces gens-là qui vont faire tout. Surtout comme je commence à les mettre, même leur visage, ils vont commencer à me faire, je sais pas, tout, même leur but final, c'est de me mettre en prison. Comme ça, le prochain rendez-vous, peut-être lorsqu'ils vont nous convoquer au tribunal, moi, je ne suis pas là, je serai en prison. Moi, je lui ai dit, chef, dans quelle ville? Moi, je lui ai dit que
Sur la sur Marne. Madame, maman, regarde comme j'ai fait les choses. Normalement, je passe sur cette ville. Aujourd'hui, je n'ai pas passé dans cette ville. Aujourd'hui, j'ai dit, chef, moi je l'ai dit tout de suite. J'ai arrêté le camion, je dit, chef, Dieu m'aime. Moi je l'ai dit ce jour-là. Aujourd'hui même, j'ai fait une prière, mon Dieu. Je suis pécheur, mon Dieu. Comment vous m'accordez si de grâce comme ça, vraiment? Aujourd'hui, je n'ai même pas passé sur cette ville. J'ai dit, chef, aujourd'hui, heureusement, je n'ai pas passé. C'est vrai, ça, c'est vrai. Attends, je vais appeler le commissariat de la police locale. Il appelle le commissariat de la police locale. Mon chef m'appelle que non, effectivement, je viens d'appeler le commissariat de la police. La police a confirmé que non, il n'y a aucun accident dans leur ville. Ça veut dire donc que c'est faux, vous pouvez continuer. Ah! Moi, vous savez, tu vois comment c'est criminel, c'est raison comment ils font. Donc, si mon chef avait pas, si j'avais vraiment passé sur cette ville, ils allaient même, parce qu'il y a des gens qui sont même en prison, des innocents. Moi, j'ai sauvé la vie d'une Gabonaise qu'ils avaient mis dans un asile psychiatrique. Sur même affaire-là, ils avaient volé ses enfants. On l'a mis dans un asile psychiatrique pour le détruire la tête. J'ai sauvé une Gabonaise. Aujourd'hui même, je suis allé à l'ambassade de Gabon pour ça. Parce que je mérite le respect. Enfin, moi, je connais ces gens-là. Donc, mon chef, moi-même, j'appelle. Moi-même, pour confirmer, j'appelle même les commissariats de la police de Nogent-sur-Marne. Mais ici, c'est M. Malonda. Mon chef m'a dit qu'il y a eu un accident. Moi, j'ai fait l'accident. Madame m'a dit que non. Madame m'a dit que non. Il n'y a aucun accident. On n'est pas au courant de ça. Le commissaire, on n'est pas. Donc, c'est faux. Moi, je lui ai dit, comme c'est très grave, alors il faut que je vienne pour pouvoir porter plainte. Parce que ça, c'est grave. Ils ont même donné la plaque de matriculation de la voiture à laquelle où j'étais, je me trouvais. Et tu vois comment ces raisons fonctionnent. Donc ils veulent à tout prix me faire du mal. Population, aidez-moi vraiment. Il faut à tout prix me faire du mal. Le Seigneur va vous protéger, Monsieur Malonda. Moi, j'ai écouté votre histoire et vous avez plus de 500 personnes qui sont là pour écouter. On est pour la justice. Moi, je vous ai dit que je vous porte dans la prière parce que c'est ma seule contribution efficace déjà, au départ, c'est la prière. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais c'est vraiment, ça a l'air d'un film d'horreur. J'écoute et je sais que vous êtes beaucoup en souffrance. Personne ne peut rester insensible. Toutes les femmes qui sont connectées, on va vous aider. On va vous aider, on va mettre en place une cagnotte, comme elles sont en train de le dire dans les commentaires. On va vous soutenir, on va surtout prier. Ce dont vous avez vraiment besoin, parce que si ce sont des réseaux, comme vous l'expliquez, si ce sont des gens qui en veulent à votre famille, nous on a écouté votre version, on ne peut pas dire que c'est vrai. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça nous semble vraiment invraisemblable. Toute cette histoire-là, c'est digne je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est de la psychose. C'est vraiment, il y a la seule personne, je dis, moi je suis une femme de prière. Moi je suis une femme de prière et je sais que vraiment, si le Seigneur est dans votre histoire, il n'y a que lui qui va faire quelque chose. Maintenant, il va falloir que vous trouviez un avocat digne de ce nom, un avocat qui n'est pas, effectivement, qui ne plonge pas dans ce type de choses, un avocat, déjà Dieu lui-même, Jésus, est votre avocat. Et c'est la prière que je voudrais faire avec vous ce soir. Et vraiment, je vous invite, vous qui êtes connectés là, les plus de 500 là, personnes, pour ce cas-là. Nous allons porter en prière ce monsieur. Il est même très fort, il est courageux. Je ne sais pas, n'importe quel papa dans sa situation serait peut-être déjà dans la dépression, et ainsi de suite. Mais je pense que monsieur Malonda, Dieu est déjà avec vous parce qu'il vous donne le courage. Il vous donne la force. Il est avec vous. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi-même, je suis estomaquée. C'est-à-dire que je retiens vraiment mes larmes par la force de l'esprit. Donc, nous allons prier pour vous. Et je vais mettre cette cagnotte-là. Je vais voir avec vous parce qu'il faut vos coordonnées. Je vais voir avec mon assistante qui sait que, si elle peut même déjà le faire pendant que nous parlons. Vraiment, guerrière, tu es connectée.
tu peux déjà mettre cette cagnotte-là et on va la mettre dans les commentaires. On va mettre le lien avec son numéro de téléphone, avec son adresse mail, pour que nous puissions vraiment venir en aide à ce monsieur. Nous puissions venir en aide et c'est un dossier qu'on va essayer de suivre, surtout dans la prière, et puis savoir également de manière concrète les actes que vous allez poser sur le terrain. Vraiment, monsieur Malonda, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vrai que la France est un pays de droit. Moi, je n'ai jamais eu à faire, je n'ai jamais entendu ce type de choses. On se dit que c'est des choses qui existent, ça n'arrive qu'aux autres. Mais là, quand je vous écoute, franchement, c'est une machination. C'est une histoire juste digne d'un film d'horreur. Parce que je n'ai jamais, je vis en France depuis plus de 15 ans. Je n'ai jamais entendu ce genre de choses-là. Je sais qu'il y a des enfants qui sont placés. J'ai vu des femmes dont les enfants ont été amenés dans les maisons, les familles d'accueil pour des raisons, soi-disant de maltraitance, soit vraiment de maltraitance réelle parce qu'il y a des familles qui maltraitent leurs enfants. Maintenant, votre histoire est juste digne d'un film, je ne sais pas. On va prier pour vous. On est en train de mettre je crois que mon assistante, ne quittez pas le live s'il vous plaît. On va poster ce lien-là. On va mettre une cagnotte parce qu'il a besoin d'aide. Ce monsieur a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour tout ce qu'il a à faire. Il a besoin d'aide pour avoir des avocats qui vont l'accompagner pour savoir en réalité qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne voulons pas nous ingérer dans sa vie privée, mais parce que un lien nous a été envoyé et nous avons commencé à prier pour ce cas. Et je crois que c'est Dieu qui a fait en sorte que je puisse retrouver ce monsieur. Monsieur Malonda, je vais vous prier. Vraiment, on va prier avec vous avant de quitter, parce que le téléphone était déjà en décharge. Dieu merci, j'ai pu le brancher. Donc ne vous inquiétez pas. On va prier pour que Dieu vous donne la force, pour que le Seigneur vous habite, que sa grâce et sa faveur se déploient. Oui, vous voulez encore dire quelque chose? Oui. Juste quelques petits trucs. Allez-y. En tout cas, une fois que je vais récupérer les enfants, indépendamment de l'état des enfants, je sais qu'ils sont détruits par tous les moyens, physiques, mentalement. Les pas à suivre, c'est quitter, on va laisser leur pays. On va retourner en Afrique, vaut mieux, je vais faire le champ de manioc là-bas. Je sais que je ne sais pas si avec Seigneur. les traitements. Oui, mais comment je vais vivre avec cet état ici? Comment je vais commencer à regarder ma fille? Ou mes enfants même. J'aurai la honte devant mes enfants parce que c'est moi qui les ai amenés ici en France. Je vois pas. Mais madame, sans vous interrompre, madame Bonayo Sylvie, mettez le lien de monsieur Franklin si vous l'avez ou un numéro de téléphone. Vraiment, soyons tactiles. Mettez des numéros pour qu'on puisse se contacter. Ces gens, on va accompagner ce monsieur. On l'aurait fait pour n'importe qui. Moi, je suis touchée par cette histoire. Vraiment, ma prière est que Dieu étende sa main, que Dieu vraiment fortifie ce monsieur. Monsieur Malonda, le plus important, c'est déjà savoir que Dieu vous accorde la grâce de retrouver vos enfants. Que Dieu vous accorde la grâce de retrouver vos enfants. Une fois que vous aurez vos enfants en main, vous allez voir que tous les réflexes vont venir. Le plus important, c'est pouvoir les retrouver. Déjà que vous puissiez être entendu, que les audiences aient lieu, que vraiment cette affaire soit vraiment prise en main. On ne sait pas pourquoi vous avez été visé, si vous êtes ciblé, pourquoi votre famille. Donc, on va vraiment prier pour que la main de Dieu agisse. Pour que la main de Dieu agisse. Oui, guerrière, vous qui mettez le nom de ce monsieur Franklin là, si vous avez effectivement son contact, vous le mettez, hein, pour que nous puissions le donner à notre frère. Nous sommes là pour ça. Vraiment, si vous êtes vous aussi dans ce type de cas là, peut-être pas dans le même sens ou dans la même profondeur, vraiment que vous preniez les contacts de ce monsieur là, et puis que vous puissiez vraiment prier davantage pour lui. C'est un homme qui est détruit. C'est un homme qui, d'une famille écartelée, pour les raisons qu'il vient de mentionner ici. Nous, ce que nous allons faire, mes bâtisseuses en Christ, j'ai ouvert cette page justement pour venir en aide aux familles en difficulté. J'ai pensé que c'était plus une aide spirituelle parce que j'accompagne également les couples et parce que je suis aussi thérapeute conjugale et familiale. Donc, c'est des cas plus ou moins avec lesquels je familiarise, mais je n'ai jamais eu ce cas-là. Je n'ai jamais eu ce type de problème. Donc, ce qu'il faut ici, c'est un combat spirituel. Monsieur Malanda, au-delà de toutes les organisations que vous pouvez dénoncer, je peux vous dire que vous avez été dans le viseur du royaume des ténèbres. Parce que c'est ça. C'est le royaume des ténèbres qui vous a localisé. Ce n'est pas une simple affaire. C'est vraiment l'ennemi qui agit contre vous.
C'est lui qui a mis stratégisé à un tel point que le circuit soit fermé, que les portes se verrouillent devant vous. Je vais simplement vous demander de commencer vraiment à prier. Merci, merci Guéria de me remettre le contact. De toute façon, je vais lui transférer les contacts. De prier, d'appeler Dieu à l'aide. De prier, Monsieur Malanda. De prier, de jeûner. Quand vous le pouvez, vous jeûnez, vous êtes le papa. Dieu est le père des orphelins. Il est le père il est celui qui fait justice à l'opprimé. Il est celui qui, sa justice est parfaite. Sa justice est parfaite. Nous allons pouvoir vous aider avec ce que Dieu nous permettra de faire. Mais sachez que vous avez tout ce que vous avez à faire. C'est vraiment regarder à Dieu. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Que Dieu soit votre force. Que Dieu soit votre force. Je ne sais pas si vous priez, si vous êtes chrétien. Si vous pratiquez. Je suis chrétien. Voilà. Je suis chrétien. Voilà. Vous pratiquez la prière. C'est cette prière qu'il faut pratiquer. Je ne dis pas que vous vous agitez, mais vous avez déjà beaucoup parlé. On vous a écouté. Maintenant, il est l'heure que vous vous confiez au Seigneur. Vous vous confiez au Seigneur et vous allez voir comment les chemins vont se dénouer devant vous. Il est le Dieu de justice. Il dit que sa justice est parfaite. Quand celle des hommes ne l'est pas, c'est la justice divine qui est parfaite. Alléluia. Donc, on va prier pour vous. Vraiment, je vais vous inviter à lever les mains où vous êtes. On va prier et que vous invitez vraiment Jésus-Christ à prendre le contrôle de la situation. Jésus-Christ de Nazareth. On ne prie pas ici un homme ordinaire. On ne prie pas un Dieu incapable de faire. On prie celui-là qui a la plus grande stratégie. Celui qui peut vous sortir de tous les ténèbres les plus profonds. Celui qui voit vos enfants et qui peut aller les libérer là où ils sont. On ne sait pas. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Il n'y a que Jésus qui peut vous aider. Oh Seigneur, que chacun prie. Maintenant, levez les mains là où vous êtes et dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu m'aides à délivrer, à récupérer ma famille. C'est toi qui m'as donné ces enfants-là. C'est toi qui m'as donné ces enfants. C'est toi qui es le Père des Lumières. C'est toi qui es le Père des Lumières. De qui découle toute grâce. Il découle toute grâce. Et tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est toi qui peux me délivrer, moi et ma famille. C'est toi qui peux me délivrer, moi et ma famille. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Sois mon juge et mon avocat. Sois mon juge et mon avocat. Pour me ramener mes enfants. Pour me ramener mes enfants. Je ne sais pas comment ils sont, où ils sont. Je ne sais pas comment ils sont, où ils sont. Mais tu me les as donnés. Mais tu me les as donnés. Je prie que tu me les ramènes. Je prie que tu me les ramènes. Et que tu m'accordes ta faveur dans mes démarches juridiques. Et tu m'accordes ta faveur dans toutes mes démarches juridiques. Et que toutes les autorités compétentes, capables de prendre en main ces dossiers, le fassent. Et toutes les autorités compétentes, capables de prendre mon dossier ses mains, qu'elles le fassent. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Que ton ange marche devant moi. Que ton ange marche devant moi. Que ta grâce ouvre les portes qui me semblent fermées. Que ta grâce ouvre les portes qui me semblent fermées. Accorde-moi, fais-moi justice. Accorde-moi, fais-moi justice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donnez-lui les noms de vos enfants. Le plus petit à quel âge aujourd'hui? Le plus petit, il va avoir 4 ans en novembre. Il est aussi placé. Il a aussi été placé. Il était placé. Quand on l'a placé, il avait 2 ans quelques. Comment il s'appelle? Charles. Seigneur, nous te présentons Charles. Et l'avant-dernier, il a quel âge? C'est la fille qui a 6 ans. C'est la petite, elle a 5 ans. Elle est née le 27. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Préciosa. Seigneur, nous te recommandons aussi Préciosa. Et le troisième? Troisième, il est né le 31 juillet 2013. Il a 10 ans. Il s'appelle? Gildo. Seigneur, nous te recommandons également Gildo. Et ensuite, le quatrième,
qui avait 11 ans. Il est né, oui, oui. Il est né le 12 novembre 2009. Il s'appelle Francisco comme moi, c'est mon homonyme. Seigneur, nous te recommandons également Francisco et le plus grand qui a 17 ans, comment il s'appelle? José. Seigneur, tu as vu, tous ces enfants ont besoin de toi. Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire justice nous-mêmes. Nous ne sommes même pas là, Seigneur. Nous sommes là pour aider cet homme. Et nous prions qu'aucune dépression ne le prenne. Nous prions que tu sois une lumière, une protection autour de sa vie, Jésus. Seigneur, que tu lui viennes en aide, quel que soit, Seigneur, ce qu'il affronte, quelle que soit la situation, les circonstances. C'est toi seul qui sais et qui peut tout. Et nous voulons te recommander ce frère, afin qu'il trouve secours devant toi, afin qu'il soit, Seigneur, aidé, afin, Seigneur, oh Dieu, que tu manifestes ta gloire, que tu manifestes ton secours dans sa vie et que tu sauves sa famille. Seigneur, que tu sauves sa famille, quelles que soient les raisons, quelles que soient les choses. Nous ne voulons pas aller fouiller le pourquoi et le comment. Tout ce que nous voulons ici, c'est que tu agisses comme un Dieu tout-puissant, que tu agisses comme un Dieu qui sait répondre, que tu agisses comme un Dieu qui délivre. Nous voulons ta délivrance. Nous voulons ta délivrance. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi pleinement dans sa situation. Que ton nom soit glorifié et sécurise toutes les familles qui sont en danger. Que le sang de Jésus couvre ces enfants-là. Et que le sang de Jésus couvre ces pères de famille. Que le sang de Jésus couvre nos familles également. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, plaide la cause de cette famille. Et toutes les autres familles qui passent par là. Seigneur, si nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Et nous croyons que ta justice est déjà en marche. Et nous croyons que ton œuvre est en marche. Et tu as entendu la prière de cet homme. Seigneur, il veut juste rentrer chez lui au pays, avec ses enfants, pour aller les ressourcer, pour vivre avec eux. Il veut juste rentrer chez lui au pays. Seigneur, que ton nom soit glorifié, parce que nous croyons, Père, que ta miséricorde est déjà en train d'agir en sa faveur. Et nous te bénissons pour tous les cœurs disposés, qui vont aider, Seigneur, oh Dieu, cet homme. La cagnotte que nous mettrons en ligne, qu'elle puisse l'aider vraiment à résoudre tous ses problèmes et l'accompagner, Seigneur, dans tout ce qu'il y a à faire. Tu es le Dieu tout-puissant et tu es capable de tout. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons prié. Nous disons Amen. Voilà. Amen. Soyez fortifiés. Donc, la cagnotte, on va mettre le lien de la cagnotte dans ces commentaires. Quand vous verrez, il y a des commentaires, vous qui êtes connectés, qui regardez, vous allez retrouver le lien, mais également, on va la mettre, on va l'épingler sur cette vidéo, mais vraiment, continuez à partager, pour que cette vidéo ne soit pas signalée, que ce live ne disparaisse pas. Nous le faisons par humanité, parce que nous sommes des êtres humains, parce que cette affaire aurait pu arriver à n'importe qui parmi nous. Donc on ne peut pas rester insensible à tant de douleur, à tant de, je peux même dire injustice. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas encore dans tout ça, mais nous faisons confiance à Dieu, qui est celui qui va mettre tout en lumière et qui va sortir cette famille de ce mauvais pas. Et je crois que tout à l'heure, j'étais en direct vers 14 h. Vous étiez nombreux connectés et je vous ai dit que je cherchais ce monsieur-là, que Dieu me fasse la grâce de le retrouver. Et dans les minutes qui ont suivi, je l'ai retrouvé. Et donc, je peux déjà croire que Dieu agit. Amen. Qu'il va s'en sortir. Monsieur Malonda, on a envie de vous dire que vous allez vous en sortir. Vraiment, vous allez vous en sortir. Que la main de Dieu continue à être avec vous. Que la main de Dieu continue à agir. Vous allez vous en sortir. Jésus-Christ est vivant. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je remercie à plus de 500 personnes qui ont été connectées, qui ont pris en main ce dossier, qui ont dans la prière. Continuons à porter cette famille dans la prière et toutes les familles qui peuvent passer par là. Le numéro de téléphone de monsieur, je ne peux pas le publier dans les commentaires. C'est quand même assez délicat. Mais ce que vous allez faire, c'est qu'on va mettre une cagnotte en ligne. Vraiment, vous serez au courant de comment la cagnotte va fonctionner, du montant qu'on pourra récolter au maximum pour l'aider dans toutes ces démarches qu'il a à faire. Et il essaie de travailler, là il vient de trouver un nouvel emploi, donc il vit même, c'est vraiment la situation est même jusqu'à précairement, financièrement précaire, donc on doit l'aider. C'est vrai. On doit l'aider.
Je ne sais même pas si je vais continuer à travailler parce qu'à partir du moment où on commence déjà à menacer pour t'as fait accident, je ne sais pas quoi. C'est un objectif de pouvoir m'écarter en fait. Ça va aller. Monsieur Malonda, ça va aller. On a déjà lancé la cagnotte. Le lien sera posté sur cette vidéo dans moins d'une heure. Voilà, vous venez cliquer le lien. C'est vraiment une cagnotte sociale pour aider ce monsieur. Vous allez donner avec vos cœurs. Vous allez vraiment l'aider à se sortir de là. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Vraiment que Dieu vous le rendra. Et Dieu, par la même occasion, va sécuriser vos enfants. Il va sécuriser votre famille. Il va protéger votre famille. C'est de ça que nous avons besoin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et comme je le disais tantôt, vraiment que Dieu nous protège. Voilà, que Dieu nous protège. Je vous remercie. Je vais devoir couper l'appel. Voilà, Monsieur Malanda, je vous retrouve tout à l'heure. D'accord? D'accord. Courage à vous et à tout à l'heure. Voilà. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au terme du live. C'était un peu long, mais il fallait écouter le monsieur parce que on voulait avoir tout le son de cloche. C'est vrai que c'est une affaire de justice. Il y a peut-être des choses qui nous échappent. C'est pour cela que je ne me porte pas en juge. Mon but ici n'est pas de juger quoi que ce soit ou de juger les institutions. Ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, comme je le fais, c'est dans le cadre social, de vraiment vous amener à être là, à prier pour cet homme et socialement l'aider à avoir de quoi vivre et de quoi effectivement finir ses démarches. C'est cela, c'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour voilà, cotisation massive. Merci à Cyrielle, épouse. Voilà, nous allons cotiser pour celles qui le peuvent pour aider ce monsieur-là. Vraiment, vous le faites et Dieu vous le rendra. Amen. Voilà, je pense que la cagnotte, elle doit déjà être prête parce que j'ai mon assistante qui est vraiment très tactile, elle le fait à haut les mains et on va mettre les coordonnées de ce monsieur-là. Ah Seigneur, oh, je parle là, je ne sais même pas la force que j'ai de parler. J'ai des entrailles nouées. Je ne sais même pas la force que j'ai de parler. Bon, je ne vais pas me mettre toutes mes émotions en marche là en direct. Vraiment, continuons à prier pour ce monsieur. Continuons à prier pour que la justice, qu'il soit entendu, que justice lui soit rendue par les autorités compétentes et que Dieu souverainement prenne en charge cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps d'écoute, pour votre sensibilité. Vous restez connectés. Je reviendrai au fur et à mesure vous donner les avancées. Mais nous restons vraiment en prière. Nous restons... Aïe. Mes entrailles sont en train de... Oh, shakarababa, shikarababa. Alléluia. Oh, rabashi. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse, je vais me mettre à la prière. Je vous laisse. Karababa. Karashi karababa.